toutes et à tous pour cette nouvelle conférence intitulée « Anticiper la réversibilité des bâtiments ». Pour cette discussion, je vais demander aux intervenants de venir me rejoindre sur scène. Je vais commencer par Jeanne Massa, CEO et cofondatrice de Habitéo. Bonjour Jeanne. Bertrand Hérault, directeur RSE et innovation de Kaufmann & Broad. Bonjour Bertrand. Stéphane Guillot, directeur développement économique Euroméditerranée. Bonjour Stéphane. Et Pauline Koch, CEO et founder chez Citowi. Bonjour Pauline, installez-vous. Et pour modérer ces débats, j'ai demandé à Virginie Groslo, journaliste chez Challenge, de venir prendre le micro. Je vous souhaite de très bons échanges et je vous Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on a un thème qui est quand même assez important par ces temps où on parle beaucoup de villes durables, de non-artificialisation des sols, de rénovation énergétique. Voilà, il y a plein de thèmes techniques aujourd'hui qui sont abordés dans le bâtiment. Là, il est question de réversibilité. Peut-être est-ce qu'on peut commencer par un petit tour de table et par vous, Pauline, pour savoir exactement ce que chacun, d'une part, fait au quotidien et comment vous êtes amené à vous intéresser à la question de la réversibilité des bâtiments. Complètement. Donc bonjour, Pauline Koch, architecte de fondation, et puis j'ai fondé Citowi il y a quelques années. Donc nous simulons en fait le vieillissement des bâtiments en prenant en compte l'environnement, les usages, les propriétés des matériaux, donc tout un ensemble de paramètres qui vont influencer son vieillissement. Et puis derrière, on va pouvoir anticiper les travaux de maintenance et d'investissement, donc tout ce qui est CAPEX et OPEX. On peut pouvoir les optimiser, donc réduire jusqu'à 40% la facture, et puis améliorer toutes les performances environnementales des bâtiments, puisqu'un bâtiment durable est en fait un bâtiment rentable. Il y a moins de carbone produit, moins d'énergie consommée, moins de déchets produits, moins de matière consommée. Et sur la réversibilité des bâtiments, aujourd'hui, on voit une décorrélation en fait entre la durée de vie des bâtiments, qui est plutôt de l'ordre de 50 à 100 ans, voire plus, et la durée des usages, qui change assez rapidement, tous les 10-15 ans, et qui tend à se réduire. Donc de plus en plus, on a des acteurs qui viennent nous voir en nous disant j'ai un actif, je souhaite changer son usage, et est-ce que vous pouvez me dire en fait, s'il faut mieux que je démolisse, s'il faut mieux que je fasse une réhabilitation lourde ou légère, dans quel état se trouvent les matériaux, et c'est vrai que cette décorrélation entre ces deux cycles pose de nombreuses questions. D'accord, merci. Stéphane Guillot, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc, Euroméditerranée, en fait, est un établissement public d'aménagement qui transforme une grande partie de Marseille, tout l'arrière portuaire marseillais, sur 500 hectares. C'est une opération d'intérêt national qui a démarré en 1995 et qui se poursuit jusqu'à minima 2035, voire 2040. Donc, établissement public d'aménagement, le métier, le cœur de métier d'un EPA et d'un aménageur de manière générale, c'est de concevoir, se projeter sur la construction de la ville à 10 ans. À travers un plan guide sur lequel on va fixer sur un certain nombre de périmètres spatiaux, en l'occurrence là sur 170 hectares pour la nouvelle phase qui démarre, un certain nombre d'éléments qui vont être du logement, du bureau, des espaces publics. L'aménageur en tant que tel va construire l'espace public, va construire un certain nombre d'éléments infrastructurels, et puis ensuite il va vendre la charge foncière à des opérateurs, des investisseurs, des promoteurs, qui vont réaliser soit du logement, soit du bureau, soit... Donc, dans ce cadre-là, la réversibilité des bâtiments, quand on se projette à 10 ans, c'est une vraie question. Il y a 15 ans en arrière, on n'y pensait pas du tout. On ne se posait pas la question de savoir quels allaient être les besoins de transformation d'un bâtiment de logement vers du bureau, ou plutôt de bureau vers du logement. C'est plutôt ça la tendance. De parking vers du logement, etc. Cette notion de réversibilité, elle est de plus en plus prégnante, et en fait, les aménageurs l'intègrent de plus en plus fortement dans l'ensemble des consultations qu'ils réalisent auprès des investisseurs et des promoteurs sur l'ensemble des opérations qu'ils portent. Donc voilà, aménagement, on va dire que c'est la programmation, il y a un plan guide, on programme les choses, et puis après, dans le cycle de vie du bâtiment, entre autres, vous allez avoir la conception, la réalisation, et puis après l'exploitation, et
Et en avance de phase, l'aménageur se doit de réfléchir sur ces problématiques de réversibilité, parce qu'on va y revenir certainement plus tard avec des spécialistes. Ce n'est pas ma spécialité, mais on a des grands spécialistes autour de nous. Si on n'a pas anticipé cette réversibilité, ça devient très complexe sur le plan technique et économique de pouvoir ensuite anticiper ces choses-là. Alors justement, Bertrand Hérault, comment est-ce que vous abordez cette question? Du coup, en réponse à ce que dit Monsieur Guillaume. Oui, très bien. Alors, en un mot, Kaufmann et Broad, d'abord, nous sommes opérateurs immobiliers urbains. Nous réalisons des projets d'aménagement, des quartiers mixtes, des immeubles de logement, de bureaux. Et je suis très heureux d'intervenir sur le thème de la réversibilité, puisque c'est se poser la question de la durabilité de l'immobilier. Il peut y avoir plusieurs échelles dans l'appréhension de ce sujet. Anticiper l'évolutivité du bâtiment, donc comment dans sa durée de vie un bâtiment va pouvoir accueillir différents habitants, utilisateurs. Imaginez que les espaces évoluent pour suivre l'évolution des besoins et des attentes, jusqu'à un scénario encore plus extrême qui est celui de la réversibilité, dans lequel, au moment de concevoir l'immeuble neuf, on a pu intégrer des prédispositions qui vont faciliter un changement plus radical qui va être celui d'un changement de destination, comme vous le disiez, développer des surfaces tertiaires dans un espace qui était prévu pour le stationnement des véhicules, peut-être imaginer qu'un immeuble de bureau puisse accueillir d'autres activités économiques, voire du logement dans certains cas. Et donc à chaque fois, ça amène à intégrer dans les phases amont sur lesquelles nous, Kaufmann et Broad, sommes positionnés, des enjeux complexes qui nous amènent avec nos parties prenantes à penser l'immobilier sur le temps long. C'est aussi l'enjeu majeur qui est posé au secteur, et donc le thème de la réversibilité télescope aussi divers enjeux de la performance durable du bâtiment. Merci. Et Jeanne, enfin, s'il vous plaît. Ah ben, nous, on va être là plutôt pour projeter, justement, et pouvoir donner la visibilité de ce que sont ces projets, et donc les deuxièmes vies. Mais en amont, parce que Habiteo, ce sont des outils de projection 3D qui permettent aux usagers citoyens, à un moment donné, s'ils sont acheteurs, acheter, mais aussi de comprendre ce que va être le projet, de comprendre le deuxième usage, si vous construisez des bureaux, si vous construisez un parking qui demain a le potentiel de se transformer en logement, on va pouvoir montrer cette réversibilité-là, et quelque part, ça fait le jeu de l'acceptabilité. Alors ça fait beaucoup d'habilité, mais quelque part, les citoyens, si aujourd'hui vous avancez sur des grands projets d'aménagement et que les citoyens ne suivent pas, ça peut devenir complexe. Donc c'est une manière de porter les projets. Alors peut-être, est-ce qu'on peut commencer aujourd'hui sur comment vous définissez un bâtiment réversible aujourd'hui, puisque bon, c'est une notion qui n'est pas récente. Dans l'histoire, hein, on peut voir que le patrimoine en lui-même a souvent évolué, effectivement. Il change d'usage peut-être plus rapidement aujourd'hui qu'avant, mais il a changé d'usage. Si on prend les simples bâtiments haussmanniens, on voit bien qu'ils ont traversé les siècles maintenant, en ayant changé d'usage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un bâtiment réversible? Parce que je ne pense pas qu'Haussmann se soit dit mon immeuble, il sera réversible. Donc peut-être Bertrand Hérault. Oui, c'est une bonne question pour introduire le sujet. Il y a à peu près il y a autant de perceptions de la réversibilité qu'il y a d'acteurs en situation de pouvant intervenir sur ce sujet. On peut partir du cas extrême de la réversibilité absolue, qui consiste dans le même bâtiment, sans intervention technique majeure, à pouvoir accueillir différentes destinations, passer d'un bâtiment qui a un usage de bureau à un bâtiment qui a un usage de stationnement pour des véhicules, à un bâtiment qui a un usage d'habitation. Là, on est vraiment au niveau de réversibilité le plus élevé,
Ça suppose qu'on a intégré dans cet immeuble énormément de contraintes techniques. On est un petit peu dans l'exemple, si je fais un parallèle avec l'automobile, de la voiture amphibie. Donc on se retrouve aussi parfois avec l'intégration de contraintes techniques qui peuvent apporter des contraintes d'utilisation, des contraintes de design, des contraintes d'architecture. Si on prend l'exemple classique de la réversibilité bureau-logement, le travail sur la conception du bâtiment amène à faire des arbitrages entre le confort et la performance d'utilisation pour la première destination prévue par l'immeuble et la capacité à pouvoir évoluer vers d'autres usages, à faire des compromis sur le positionnement des cages d'escalier, à faire des compromis sur l'épaisseur des bâtiments, sur la hauteur des étages, sur l'anticipation de contraintes fluides. Donc un bâtiment qui est totalement réversible, c'est un bâtiment qui peut recevoir deux destinations différentes très facilement, mais qui est aussi un ouvrage très technique, peut-être un peu plus coûteux et peut-être un peu plus éloigné des standards que l'on peut connaître. Sur ce chemin entre le bâtiment totalement monofonctionnel et le bâtiment totalement réversible, on a différents niveaux d'intégration, d'anticipation, de contraintes d'évolution qui peuvent souvent s'intégrer de manière facile parce que c'est du bon sens, parce qu'on sait que dans un contexte donné, on va avoir des besoins qui vont très rapidement évoluer et que donc c'est plein de sens d'investir sur des dispositifs spécifiques dans le bâtiment. Et donc on a tous les leviers d'évolutivité du bâtiment, concevoir des bâtiments avec des structures légères, revenir avec des principes de plan libre, des structures poteaux dalles sur laquelle on peut imaginer totalement réaménager les plateaux. Un autre exemple est celui de l'anticipation, qui est souvent ressenti comme quelque chose de logique sur les territoires, qui est l'anticipation de la consommation de la mobilité. Un immeuble, c'est aussi souvent une solution de mobilité qui est à minima la place de stationnement. Aujourd'hui, un enjeu important est de se demander qu'est-ce que l'on peut faire de places qui pourraient devenir vacantes dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et donc, c'est aussi un exemple de réversibilité concret. Mais est-ce qu'on sait construire aujourd'hui et est-ce que certains aménageurs d'ailleurs se disent « moi je veux un bâtiment totalement réversible » parce qu'il y a des usages aujourd'hui qu'on découvre comme de la logistique urbaine de proximité, qui était quelque chose qui est quand même assez récent. Où on peut se dire aujourd'hui peut-être des commerces qui ne marchent plus ou qui ne sont pas optimaux en termes d'emplacement peuvent être transformés justement dans ces points logistiques. On voit que ça suscite aussi d'autres questions, des oppositions de riverains ou autres. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, à quel niveau, entre guillemets, de réversibilité on peut anticiper? C'est compliqué, vous nous parlerez peut-être tout à l'heure de la multiplicité des usages, mais comment est-ce qu'un aménageur aujourd'hui se dit finalement il faut que tout mon parc soit réversible? Est-ce que je sanctuarise certains éléments? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'à un moment, si je prévois trop d'usages, je vais déséquilibrer un quartier? Parce que sur des grandes zones d'opération, alors on a vu toutes ces zones où il y avait uniquement des bureaux ou uniquement des logements, ça peut être des dortoirs ou des zones vides le soir. Voilà, comment est-ce qu'en tant qu'aménageur, on prend acte de la réversibilité? Alors, il y a un exemple concret, par exemple, sur Euroméditerranée, et je vais vous donner une vision en fait de la contrainte structurelle qu'il y a derrière. On est en train on a finalisé une consultation pour un parking silo de 1000 places, qui est en entrée d'un pôle multimodal qu'on est en train de finaliser, où vous avez l'arrivée d'une nouvelle station de métro, une arrivée de nouvelles stations de tramway. On est en train de mettre en place des moyens de mobilité douce renforcés sur ce périmètre. Et en fait, ce parking silo, la première destination, il est en production. Il va sortir dans 2 ans. C'est bien entendu de pouvoir permettre aux gens qui sont en déplacement pendulaire entre Aix-en-Provence et Marseille de pouvoir laisser leur véhicule, de pouvoir prendre ces moyens de mobilité multiples et pouvoir éclater sur l'ensemble de la ville de Marseille et notamment sur le quartier central d'affaires d'Euroméditerranée à la Joliette. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est que ce périmètre-là, en fait, il est en train de déterminer une zone de faible émission. C'est-à-dire qu'on sait que le devenir dans les grandes villes demain, c'est déjà actif à Paris, les 30 km, mais si vous regardez Londres, si vous regardez Milan, vous savez par exemple qu'il y a des péages urbains
pour entrer dans la ville. Et en fait, ce qu'on est en train de constater, hein, et ça c'est la puissance publique qui le décide, c'est que petit à petit, les véhicules vont être sortis des villes. Alors on rentre sur des périodes où on est sur des zones de faible émission mises en place qui vont d'abord sortir une première génération de véhicules, les diesels de plus de 10 ans, ensuite on va aller vers des diesels plus récents et au fur et à mesure on va sortir les véhicules. Donc ce parking silo, dans 4, 5, 10 ans, quelle utilité? Donc il a été réfléchi en totale réversibilité. Ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai, c'est-à-dire que la réglementation, les normes, c'est 2,20 m hauteur sous plafond pour un parking. Là, ce parking qui est en production, il va être à entre 2,80 m et 3 m de hauteur sous plafond pour pouvoir soit produire du bureau, soit produire du logement. La deuxième caractéristique de ce parking silo, c'est qu'il est actif, il est déjà actif, puisqu'à partir du moment où vous produisez sur du 2,80 m ou 3 m de hauteur sous plafond au lieu de 2,20 m, l'opérateur, il y a quand même une contrainte économique aussi qui apparaît puisque vous réduisez le potentiel de nombre de places sur le parking. Donc il va falloir pouvoir activer l'objet en tant que tel pour créer d'autres flux économiques. Donc ce parking, il est réfléchi en rez-de-chaussée actif avec de la restauration du commerce et puis en rooftop, en toit, en toiture, il est aussi réfléchi pour mettre de l'activité sportive, des terrains de paddle, enfin voilà, des choses comme ça, futsal, etc., etc. Donc l'ensemble de ces opérations-là permet d'avoir l'équilibre économique, donc de pouvoir compenser cette problématique de hauteur sous plafond, de réduire le volume de voitures. Et on sait que dans 10 ans, peut-être, on perdra l'activité parking en tant que telle, mais on pourra transformer ce parking soit en logement, soit en bureau. Et la destination, la façon dont il a été pensé et produit, ne préfigure pas de la destination sur du logement ou sur du bureau. Mais il y a un équilibre global quand même à prendre en compte. Alors dans le quartier, la dynamique sur l'équilibre global, là je donnais un exemple unique. Ouais. Quelles que soient les opérations d'aménagement partout en Europe et à travers le monde, elles sont toutes pensées en mixité maximum maintenant. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui ne sont pas des quartiers monofonctionnels. On réfléchit la multifonctionnalité à minima au niveau de l'îlot, voire au-delà, au bâtiment. C'est-à-dire qu'on est en réflexion sur des bâtiments qui sont multifonctionnels avec à la fois du bureau, du logement, des espaces, des mini-espaces de coworking intégrés dans les lieux de résidence, etc. Tout ça, ça appelle des contraintes particulières. Vous parliez d'Haussmann tout à l'heure, ça a un peu bougé dans le temps depuis, et notamment les contraintes, je dirais, de droit, hein, de règles de l'urbanisme et de droit de la construction. Ça a un petit peu évolué. Je vais vous donner un exemple tout bête aussi sur Euroméditerranée. On a beaucoup de demandes de formation, d'écoles, etc. C'est des types de RP particuliers pour la formation et pour l'école, de l'ERP4, de l'ERP5. Si on n'a pas prévu en avance de phase de pouvoir produire de l'ERP spécifique formation, sur un bâtiment de bureau, vous avez une grosse contrainte de coût pour transformer un bâtiment de bureau en bâtiment dédié à la formation. Vous allez vous retrouver avec des coûts qui vont être grévés de 25, 30, 40%. Et en fait, l'opérateur ne transformera jamais ce bâtiment de bureau en bâtiment pour la formation, même s'il a un preneur qui va signer un bail pour 12 ans ferme. Donc, si vous n'avez pas réfléchi à ces contraintes-là en avance de phase, vous ne répondez pas à la demande en tant que telle. Au niveau du quartier, voilà, la capacité à pouvoir réfléchir sur de la multifonctionnalité et réfléchir sur toutes les opérations d'urbanisme maintenant. Même sur des objets très définis, par exemple, on a l'exemple du village olympique hein, pour les JO 2024 à Paris. Si vous regardez le programme et la consultation qui a été lancée pour ce village olympique qui va recevoir 17 000 athlètes du monde entier, en fait, vous apercevez que c'est vraiment un quartier complet qui est réfléchi en avance de phase avec du logement social, du bureau, du commerce, etc., etc. On verra si ça marche, mais en attendant, souvent, quand on part d'un quartier, en l'occurrence, ce sera peut-être aussi l'exemple, mais il y a souvent des bâtiments existants dont il faut penser une nouvelle vie. Comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut amener un bâtiment à être réversible? Alors, ou est-ce que c'est trop compliqué? Non. Le total réversible est peut-être une chimère. Après, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a des personnes qui viennent nous voir en disant j'ai un actif, est-ce que je le démolis, je le réhabilite, etc. Très souvent, en fait, la démolition est souvent moins chère que la réhabilitation, ce qui est un énorme problème, parce que si on doit changer d'usage tous les 10 ans un bâtiment et donc le démolir tous les 10 ans, là, il y a une empreinte carbone
qui crèvent le plafond là. Donc nous, on milite beaucoup sur la réhabilitation légère, être capable de savoir en fait de concevoir le bâtiment comme une banque de matériaux. De connaître l'état de dégradation de chaque matériau et du coup de pouvoir préserver ces matériaux lors de la réhabilitation, à savoir qu'on peut avoir une approche différenciée. Par exemple, une structure peut être extrêmement durable et va être conçue pour durer 50 ans, donc rien à voir avec une durée d'usage de 10 ans. À l'inverse, on peut avoir des éléments de plancher, de façade qui peuvent être conçus pour une durée inférieure et qui peuvent durer par exemple 15 ans, etc. Et dans ces cas-là, il faut soit concevoir en ayant cette approche un peu de durée de vie max de 15 ans, ou bien alors avoir pensé la démontabilité du projet. Et souvent, ce qu'on voit dans des projets techniques, c'est que les panneaux ont été collés. Ouais. Donc les techniques d'assemblage sont extrêmement prégnantes et importantes quand on veut avoir un bâtiment réversible. C'est-à-dire que si vous collez vos panneaux, vous ne pourrez pas les décoller, vous ne pourrez pas les réutiliser ailleurs, ça va être très compliqué. Si vous vissez, enfin voilà, il y a une vraie je dirais, ingénierie derrière pour pouvoir faire de la réversibilité. Et on peut concevoir, par exemple, une structure très durable sur 50 ans et avoir une autre approche pour des éléments qui sont plutôt de l'ordre du clos et du couvert, des planchers, etc. Et du coup, comment est-ce que vous anticipez ces nouveaux usages? Là, tout à l'heure, je parlais par exemple de logistique urbaine. Alors, personne n'a de boule de cristal, hein, mais et on ne peut pas savoir à quelle vitesse en plus ces nouveaux usages s'imposent. Mais du coup, comment techniquement on traduit, ou comment est-ce qu'on peut traduire, sur un exemple précis peut-être sur lequel vous travaillez, ces nouveaux usages, peut-être qu'on ne soupçonne pas encore? Alors, on ne peut pas. Je vais être très claire. Moi, je ne sais pas ce qu'une politique publique va décider dans 10 ans. Donc, moi, je peux savoir comment un bâtiment va vieillir. Si c'est de la logistique, par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est que les bâtiments vieillissent différemment suivant les usages. Donc, si vous avez de la logistique, là, on va s'attaquer au dallage. On va avoir des effets de dalles qui s'effondrent. Si on est dans du résidentiel, il y aura un tout autre usage qui va provoquer d'autres pathologies. Donc, nous, voilà, ce qui est intéressant, c'est de connaître l'usage actuel et potentiellement l'usage dans 10 ans. Mais je ne peux pas anticiper ce qui va se passer. Je n'ai pas de boule de cristal Si, il y a peut-être une projection qui peut se faire, en tout cas en fonction des usages, sur ce que peut devenir un bâtiment. On peut projeter différents scénarios en fait de la seconde vie ou de la troisième vie du bâtiment. Vous parliez du village olympique. Effectivement, le village olympique, il accueille des athlètes, mais on va déjà aussi le commercialiser derrière. Il y a des logements sociaux, il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu. Il y a des services collectifs qui sont également pris en compte. Donc ça, il a fallu le penser, l'anticiper. On parle d'anticipation, c'est vraiment ça. Là, non. Après, personne n'a de boule de cristal, on est totalement d'accord. Néanmoins, on est quand même dans un secteur où il faut réfléchir à très long terme. Voilà. Et donc, anticiper avec des différents scénarios possibles et les données à voir, c'est quand même ce qui permet, quelque part, derrière, de pouvoir aussi emmener l'adhésion. Oui, complètement. D'un point de vue technique, ce n'est pas notre rôle aujourd'hui de dire que potentiellement, dans 15 ans, du parking deviendra une résidence ou je ne sais pas. Après, c'est pas notre rôle. Après, on peut étudier différents scénarios. D'accord. Ouais. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de zones quand même on parle beaucoup de reconstruction de la ville sur la ville. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre sur un exemple précis, mais on a par exemple toutes ces zones de friches. Il y a tout le plan friche qui est mis en œuvre aujourd'hui. Donc, ces bâtiments, c'est de l'existant. Ils vont peut-être être démolis. Hein. Ils ne vont pas tous sans doute pouvoir être réutilisés. On le voit notamment sur beaucoup de zones commerciales en entrée de ville parce que il y a des, je sais pas, par exemple, on déplace un hôpital parce qu'il ne convient plus aux bonnes normes. Il y a tout un effet de normes évidemment qui joue. J'imagine que c'est un frein. Peut-être est-ce que ça c'est un des freins qu'il faut lever. Voilà. Est-ce qu'il y a de plus en plus de zones qui sont aujourd'hui capables d'accueillir ces réversibilités et d'anticiper mieux les changements d'usage? Allez. Moi, en tout cas, je peux parler sur le sujet de l'extension des 170 hectares. Peut-être en périphérie, les zones commerciales, ce n'est pas trop mon domaine, mais sur l'extension Euromed, en fait, c'est majoritairement de la friche industrielle.
On a un noyau villageois au milieu qui est un peu le patrimoine productif et historique de Marseille, où vous aviez des huileries, enfin vous aviez tout un tas d'activités de production qu'on conserve dès que la qualité structurelle est là, parce qu'il y a un vrai problème de qualité structurelle du bâti. Il y a des fois, vous avez un tel désordre structurel que c'est pas récupérable. Donc dans ce cadre-là, on rase et puis on refait. Mais dès qu'on peut conserver sous contrainte de coût, de limites raisonnables de coût, il y a effectivement des fonds qui sont dédiés, notamment le fonds Friche, qui est là pour accompagner les aménageurs, pour conserver ce patrimoine historique et le transformer en logement. Donc là, on a toute une opération sur un noyau villageois avec plusieurs maisons typiques marseillaises, 3 fenêtres. Enfin voilà, il y a une forme de construction un peu particulière à Marseille, qui sont en briques rouges, etc. On va les conserver parce que c'est l'histoire de ce territoire et qu'on a besoin de garder cette trace de l'histoire. Après, concrètement, reconstruire la ville sur la ville, la plupart du temps, ça signifie la raser et la reconstruire. La réversibilité doit justement pouvoir permettre de conserver à moyen terme et à long terme les bâtis qui vont être réalisés maintenant pour pouvoir les transformer dans 20 ou 30 ans. Il y a une vision qui est complètement différente quand vous allez en Asie, vous allez à Singapour par exemple, ils ont une culture de on construit, on rase, on rebâtit 30 ans ou 40 ans après, ce qui n'est pas le modèle européen et en particulier français. Voilà. Après, les contraintes structurelles sont telles des fois que on n'a pas le choix, on ne peut que raser et reconstruire par-dessus. Pour la périphérie, je n'ai pas d'avis. Mais effectivement, il y a potentiellement des effets de transformation des zones commerciales en cours. Bertrand Hérault, Oui, peut-être. tout à fait. Pour compléter le propos, je peux donner un exemple concret. Chez Kaufmann et Broad, on s'intéresse en particulier à la notion d'évolutivité, voire de réversibilité à l'échelle du quartier, à l'échelle du projet urbain. On a créé une structure qui s'appelle Aménagement et Territoire et qui est spécialisée dans la transformation de friches industrielles. Une de nos opérations se situe à Reims sur le périmètre des anciens magasins généraux avec un bâtiment emblématique, une friche industrielle tertiaire qui a les qualités de se trouver à proximité immédiate du canal, toute proche du centre-ville et de la gare de Reims. Et on a la chance d'y concevoir en collaboration un projet urbain mixte qui accueillera du logement, qui accueillera des immeubles tertiaires. On conduit aussi ce type de démarche sur des équipements commerciaux périurbains. Les modes de consommer évoluent. On a des friches commerciales qui commencent à naître, à émerger en périphérie des villes. C'est aussi autant d'opportunités de réutiliser l'infrastructure existante pour transformer, adapter l'immobilier. Et évidemment, dans une logique d'économie circulaire globale, du projet urbain jusqu'à la production du bâti, on va s'intéresser à redévelopper des qualités disparues du territoire, rénover, réhabiliter certains bâtiments emblématiques, et lorsque ce n'est pas possible, considérer les bâtiments existants comme des banques de matériaux, comme l'idée a été donnée, pour identifier les composants que nous allons pouvoir extraire et réutiliser, réintégrer dans la construction neuve. Ça porte du coup un regard global de la ville, du quartier jusqu'au bâti sur la durée de vie et comment collectivement on se donne de nouveaux objectifs techniques, une nouvelle ambition urbaine, architecturale, programmatique pour intégrer le temps long dans nos actions. Alors, on parle souvent du temps long en immobilier. Il y a aussi il y a une projection à avoir, mais il y a aussi des freins qui peuvent être très très concrets, et notamment des freins juridiques. Sauf erreur de ma part, quand on dépose un permis, il faut donner une destination à un immeuble. Il faut lui définir un usage. Comment est-ce qu'aujourd'hui, alors peut-être sur Marseille ou peut-être à l'occasion de projets sur lesquels vous travaillez, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a un permis réversible? Est-ce que c'est quelque chose, ou alors est-ce qu'il faut carrément faire évoluer la législation sur la destination des biens, puisque de toute façon, ils sont censés être réversibles. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le logement, on a vu, le logement, alors il peut avoir
on décide de le mettre sur une plateforme pour le louer à des touristes, je ne donnerai pas de nom, mais il devient simili-touristique. Après, on a été confinés, et ben, tout d'un coup, son chez-soi, c'est devenu un lieu de travail, donc il a changé d'usage aussi. Et puis, je ne sais pas, on peut ou alors créer sa société et on crée aussi son entreprise à domicile. Donc on voit bien que dans la pratique, le changement d'usage, il peut se faire presque tous les jours, et on n'est pas en train de se demander si tout d'un coup, alors ce matin, je suis à destination meublé touristique, et puis alors cet après-midi, non, en fait, je serais plutôt destination bureau parce que c'est mon entreprise. Voilà, on ne se pose pas cette question au quotidien. Il y a une législation extrêmement complexe. Si on est en rez-de-chaussée, si on est dans une ville de plus d'un d'habitants, c'est quand même, pour un usager en tout cas, sans penser à mal, de toute façon, il va changer d'usage plusieurs fois dans la journée. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que cette législation, elle est dépassée et qu'il faut aller au-delà et créer quelque chose qui serait comme un permis réversible, ou en tout cas pouvoir cocher plusieurs cases et se dire, on traduit aussi juridiquement la réversibilité, parce que c'est une question technique, vous en avez parlé, mais est-ce que ceci, c'est une question juridique, ou est-ce qu'il y a d'autres freins encore? Il me semble que la ministre ce matin en a parlé. Eh bien, je ne l'ai pas écécouté. Malheureusement pour moi, je sais n'ai que pas vous écouté. étiez occupée. Mais du coup, effectivement, elle a parlé de la libération des permis. Et de dire, aujourd'hui, c'est même pas un permis réversible, c'est qu'il va y avoir des permis et qu'ensuite, l'usage sera en fonction de ce qui va en être fait et pourra être modifié complètement. Alors, j'ai pas non plus tout écouté, mais c'est les rumeurs de couloir qui m'ont donné ça. Et il me semblait qu'il existait déjà un permis bureau-logement. Alors, je pense que... Il faut le mettre très près. Je pense que en fait, alors Euroméditerranée, il y a quelques opérations comme ça en France. C'est une opération d'intérêt national, ce qui veut dire que on a dans nos statuts, depuis la loi Elan, ce qu'on appelle le permis d'innover. Donc, compte tenu du droit de l'urbanisme et du droit de la construction, on a l'autorisation en tant qu'établissement public d'aménagement, via nos tutelles, qui sont la DHUP, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages, donc Emmanuel Vargon et la ministre, on a l'autorisation de réaliser un certain nombre de choses en avance de phase par rapport à ces contraintes juridiques. Donc je pense que ça, c'est des choses qui sont regardées, et on est une espèce de laboratoire urbain. Donc toutes les opérations d'intérêt national en France, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes, ont l'autorisation de tester ce type de questionnement, de réaliser en fait au titre du laboratoire urbain et du permis d'innover un certain nombre d'opérations. Et puis si c'est probant, ça conduit à ce que la ministre a dit ce matin, c'est-à-dire qu'au niveau de la DHUP et de la direction de l'urbanisme, on transforme. Donc je pense que c'est la dynamique à venir d'avoir effectivement des permis de construire qui sont réversibles et où on aura peut-être multiplicité de destinations, mais pas une seule. Sauf sur des situations très particulières liées à la santé, liées à l'enseignement, les ERP, etc., où là, vous avez des contraintes quand même techniques et de sécurité sur le bâti qui seront inamovibles, à mon avis. Mais à un moment, être capable de dire que le permis va permettre soit de faire du logement, soit de faire du bureau, soit de faire un parking, silo, demain, je pense que ça sera la règle. Alors, on verra bien, mais peut-être est-ce que, en tant que promoteur, vous avez rencontré des difficultés, ou alors est-ce qu'il y a d'autres freins? Parce que par exemple, là, si on se remet sur l'octroi du permis, on est quand même à un échelon très local qui peut poser certains, et qui pose peut-être parfois certains problèmes. Là, on assiste à un ralentissement de la construction, notamment en matière de logement. Si on vient rajouter des questions sur les changements de destination, est-ce que c'est une décision qui doit être laissée à la main de l'élu local? Le développement du projet urbain ou du projet immobilier, il est systématiquement partenarial. Vous ne développez pas une opération contre une collectivité. Et évidemment, le droit de l'urbanisme et notamment l'outil du permis de construire qui décrit la destination de l'objet prévu est une manière de clarifier les choses et de confirmer qu'on a un projet qui est bien partagé.
On a cité des outils qui, lorsque la vision partagée est de se dire que sur un projet, sur une zone, le projet urbain ou le projet immobilier doit intégrer, anticiper des enjeux d'évolutivité, de réversibilité, il y a des outils dans le droit qui existent, qui seront sans doute perfectibles et améliorés. Mais donc c'est une autre manière de fabriquer le consensus lorsqu'il existe sur la nécessité d'anticiper ou de donner de la flexibilité aux ouvrages. Donc des outils juridiques existent pour faire perdurer ce consensus entre acteurs économiques, collectivités. Et il y a évidemment peut-être d'autres obstacles à l'anticipation de la réversibilité. Je souscris aussi à l'idée que lorsque la réversibilité apporte un changement important dans l'équilibre d'un quartier, ça peut être l'équilibre architectural, on va changer l'apparence d'un immeuble, ça peut être l'équilibre de la mixité du quartier, on va développer des logements à la place de surfaces de bureaux qui créent des emplois, qui participent au développement économique, etc. Il n'est pas anormal que on refabrique un consensus à travers un échange et un accord de la collectivité sur ce type d'évolution. Après, si on reste sur le champ législatif, ça veut dire aussi qu'on va mettre plus de contraintes. Alors on peut prendre aussi toutes les contraintes ou les opportunités. Vous allez me dire que c'est plutôt une opportunité. Mais de réemploi notamment des matériaux, pour l'instant, ce n'est pas encore dans la loi, sauf erreur de ma part. On peut imaginer que ça va être une obligation future de devoir... alors, on doit respecter la réglementation environnementale, on doit respecter tout un tas de législations. Il y aura peut-être, dans un futur plus ou moins immédiat, proche, on va dire, comme ça je vais rester un peu flou, mais on peut arriver à une obligation de réemploi des matériaux, ce qui induit aussi peut-être un surcoût. Du coup, notamment en matière de logement, il y a une réalité économique aussi. Il y a des acteurs économiques qui doivent acheter, que ce soit un investisseur ou un particulier qui achète. Comment est-ce que vous pensez que les choses vont évoluer ? Alors, déjà, pour nous, le meilleur réemploi des matériaux, c'est de le laisser sur place. C'est de le faire durer le plus longtemps possible. Et ça, c'est un message qu'on essaye de faire passer. Et puis après, pour pouvoir réemployer des matériaux donc à usage constant, ça c'est hyper important, et pas juste les réutiliser mais dans un usage dégradé, il faut vraiment pouvoir les démonter. C'est très pragmatique, mais vraiment l'histoire de la colle versus la vis, elle se retrouve partout dans tous les projets, et à la fin de la journée, ça change vraiment la donne. Et je pense aussi que là, on se trouve dans un contexte où les prix des matériaux augmentent. On a quand même une petite inflation voilà, légère, ce qui donne un poids plus important en fait, au réemploi des matériaux aujourd'hui. Mine de rien, il y a quand même une ressource à disposition. Certes, la filière n'est pas encore bien structurée, mais elle est en cours de structuration. Il y a des acteurs qui se positionnent. Et puis, nous, ils viennent nous chercher. Alors, par rapport à... Pour réemployer un matériau, pour savoir en fait à quelle destination on peut l'employer, il faut savoir en fait dans quelle dégradation il se trouve, quelle est sa qualité résiduelle, sa performance résiduelle. Et c'est là où les acteurs viennent nous chercher. Ils ont un bâtiment, ils savent quantifier le nombre de matériaux, mais ils ne savent pas qualifier leur état. Et c'est là où nous, on peut intervenir sur des bâtiments. Et ça, c'est des choses qui se mettent en place, pas tant par la norme, mais... le contexte économique actuel commence à favoriser les initiatives, en fait. Par exemple, est-ce que vous avez un exemple à nous citer ? La hausse du prix des matériaux incite fortement les acteurs à aller regarder ce qu'ils ont sur un bâtiment juste à côté, là. Ouais. Et allez-y, je vous en prie. Non, le sujet des matériaux de réemploi est une évolution intéressante, je trouve, de notre débat. On peut imaginer qu'un bâtiment ait plusieurs vies, mais aussi, et c'est pas antagoniste, qu'un matériau ait plusieurs vies dans plusieurs bâtiments. Les deux peuvent se rejoindre. Un exemple, nous avons livré un immeuble de bureaux de près de 10 000 m² qui comprend 8 700 m² de faux planchers de réemploi. Et donc un composant de l'immeuble qui provient de différents sites. Il y a une filière qui s'est mise en place, une start-up spécialisée gère la chaîne logistique, le processus de requalification, recertification. Ça fonctionne évidemment quand il y a eu plutôt des assemblages que des collages. Je souscris au point qui a été soulevé. Et ça, c'est un exemple concret. Est-ce que vous pouvez le chiffrer ?
chiffrer l'économie, le carbone, le coût, Les deux. D'accord. En termes de coût, c'était à peu près similaire en fait. La matière première pour la start-up a une valeur qui est faible, c'est un produit d'occasion. Elle y ajoute de la valeur puisqu'elle intègre le circuit logistique du réemploi et la requalification, recertification. Donc ça fait un matériau qui, en coût économique sur ce composant, est équivalent au produit neuf. Par contre, en coût carbone, c'est un matériau qui a déjà émis sa part carbone et qui du coup est une économie dans le budget carbone de l'opération. Et justement, ça me permet de répondre à votre question qui était l'intégration des matériaux de réemploi dans des exigences réglementaires. D'une certaine manière, on peut dire que c'est partiellement introduit par la RE 2020, puisque la RE 2020 donne des objectifs de poids carbone maximum des projets et donc incite naturellement à recourir à différentes solutions bas carbone, au milieu desquelles les matériaux de réemploi. Nous, on y croit beaucoup. On a confondé la plateforme des boosters du réemploi avec plusieurs maîtres d'ouvrage et on voit que c'est déjà opérationnel dans notre production. Il y a un vrai champ de progrès de toute la filière sur la décennie et c'est déjà opérationnel. Et alors la dernière question peut-être à laquelle j'invite chacun à répondre. Est-ce que, alors on est dans un contexte de sobriété foncière. Donc évidemment, la réversibilité, elle a toute sa place dans cette question. Et là, on était sur les matériaux. Est-ce qu'il y a aussi une sobriété de matériaux? Par exemple, j'ai visité un chantier récemment où on m'expliquait qu'il y avait quasiment plus de faux plafonds. On laisse un peu les éléments bruts, un petit peu comme on verrait ici. Et on a des dalles plutôt isolation phonique, par exemple, et qui vont cacher l'essentiel des fils, enfin des conduits, etc. Et puis voilà, donc est-ce qu'on est sur le bâtiment le plus sobre possible en énergie, en consommation de matériaux, en consommation foncière? Et est-ce que tout cela est compatible avec une réversibilité? Ah oui, ça fait une grosse équation. Moi, juste une ou deux métriques à garder à l'esprit. Les déchets liés aux bâtiments et travaux publics, c'est entre 33 millions et 35 millions de tonnes par an. C'est largement plus important que les déchets produits par n'importe quel autre type d'activité. Donc le BTP, c'est le plus gros pollueur de la place. Je disais tout à l'heure qu'il y a quand même des tutelles, en tout cas sur les établissements publics, mais c'est une dynamique qui va s'étendre à l'ensemble par la règle et par la norme, qui va s'étendre à l'ensemble des opérateurs sur les métiers du BTP. Nous, sur les chantiers Euroméditerranée, on est à peu près sur le reuse, en parlant en bon provençal, donc la capacité à réutiliser l'économie circulaire du matériau, à peu près 40%. On nous demande de monter très rapidement, mais progressivement, à 60, voire 80% sur les chantiers. Donc ça vous donne une dynamique à 5 ans de doubler l'économie circulaire et la réutilisation des matériaux sur les chantiers. Ça, c'est le premier sujet. Je pense que c'est important de le garder à l'esprit. L'ensemble de la communauté du BTP, que ce soit les aménageurs, que ce soit les investisseurs. Les investisseurs, il faut garder à l'esprit qu'ils ont des normes maintenant autour de l'ISR, l'investissement socialement responsable, et les gens qui apportent des moyens financiers pour construire derrière vont de plus en plus regarder ces questions-là. Donc c'est un ensemble d'opérateurs sur la chaîne complète du BTP qui part de l'aménageur en passant par l'investisseur, en passant par le promoteur, le constructeur, etc. L'ensemble des opérateurs vont être tenus par ces contraintes-là parce que, d'une part, il y a une contrainte purement légale qui vient des entités politiques publiques qui mettent en place les politiques publiques, et d'autre part parce que les investisseurs qui sont capables de soutenir les opérations qui sont portées par un certain nombre d'opérateurs dans le BTP regardent de plus en plus ces contraintes ISR et vont investir de plus en plus sur des opérations d'investissement socialement responsable. Donc, de toute façon, la contrainte économique d'investissement est telle que la dynamique de marché va se mettre en place, obligatoirement. Une réaction ? C'est quand même une contrainte économique qui est aussi on va dire en augmentation des coûts. Donc moi, je me pose la question, et je vous la pose peut-être à vous, c'est en fait la destination finale de cette réversibilité. Est-ce qu'elle va favoriser le logement
ou est-ce qu'elle va favoriser surtout la vente à des investisseurs? Je parle là de pouvoir avoir accès au logement. Et c'est peut-être une des questions qu'on peut se poser quand on applique un surcoût sur les bâtiments. Alors, il y a eu deux questions intéressantes qui ont été posées. Le sujet de la conception frugale à travers votre question, mettre moins de matériaux en œuvre, une forme de sobriété. Et puis à côté, une question sur le coût. Ça traduit un contexte qui change. Clairement, le but, c'est d'en comprendre les enjeux, de les intégrer dans notre manière de produire. Et nous, on ne le voit pas comme une contrainte, mais on le voit comme une opportunité. Sur le sujet de la conception frugale, évidemment, on intègre dans la manière dont on conçoit les immeubles un principe que je pourrais résumer par la formule suivante: less is more. Le matériau qui n'est pas mis en œuvre est celui qui a le poids carbone le plus faible, et donc un des leviers est de faire évoluer nos conceptions de bâtiments en intégrant des dispositifs frugaux, et ça peut rimer avec de la qualité d'espace, une nouvelle approche du design des volumes, et c'est parfois concomitant avec l'évolutivité, voire la réversibilité. Si on prend l'exemple de la structure des immeubles, la logique carbone consiste à privilégier des structures légères qu'on pourrait appeler poteaux, dalles, et à commencer à se passer des murs de refend centraux qui bloquent l'évolution de la configuration des bâtiments et qui sont un apport supplémentaire de matière, donc de poids carbone. On arrive du coup à avoir une petite synthèse au projet, à notre débat, et c'est pas antagoniste avec une logique d'économie. On se rend compte que par rapport à nos habitudes de conception, souvent, la première intégration de ce principe « less is more » dans nos projets peut parfois rimer avec une capacité à maîtriser notre économie d'opération, à la reventiler, mais ne se traduit pas toujours par un surcoût. Au contraire, c'est une manière de redécouvrir des bonnes pratiques, des bons principes de conception. Vous savez, il faudra peut-être qu'il y ait une personne qui décide quand même de la destination pour éviter éventuellement, ce que dit Jeanne, de pencher soit vers trop de bureaux, soit vers trop de logements, soit vers autre chose, mais pour garder peut-être des quartiers équilibrés. On peut effectivement aussi se dire que la réversibilité, ça ne doit pas être un palliatif à une mauvaise planification urbaine. Et le cœur du sujet, c'est d'abord en équipe de bien imaginer la programmation de nos quartiers en se projetant à moyen long terme. L'évolutivité, ça peut être une corde en plus, mais pas un palliatif pour se dire qu'il n'y a plus besoin de réfléchir à comment on pense la ville parce que les bâtiments pourront évoluer. Très bien. Et bien en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si la salle a des questions. En tout cas, si vous avez des questions, faites-moi signe. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous les quatre pour cette intervention.